Tu te réveilles avec de la fièvre, la gorge en papier de verre, et un nez qui a décidé de vivre sa propre vie aquatique. Aujourd'hui, tu irais à la cuisine, tu boirais une tisane, tu prendrais un cachet, tu chercherais tes symptômes sur Google, tu paniquerais, tu fermerais l'onglet, tu le rouvrirais, tu paniquerais encore plus, et tu finirais par écrire à quelqu'un que c'est probablement la fin. Maintenant, enlève la pharmacie, enlève le médecin, enlève les urgences, les antibiotiques, le thermomètre, le pansement, l'antiseptique et la voisine qui te conseille tantôt un sirop, tantôt une prière, tantôt de te frotter les pieds avec je ne sais quoi. Il ne te reste que le feu de camp, la forêt, la toux, une douleur bizarre au flanc, et un groupe de gens qui espèrent vraiment que tu ne vas pas mourir. Parce que tu sais réparer les lances, tu connais l'endroit où pousse une racine comestible, et franchement, tu es quelqu'un d'agréable à avoir autour du feu le soir. Voilà à quoi ressemblait la médecine pendant la majeure partie de l'histoire humaine. Ni blouse blanche, ni cabinet médical, ni ordonnance tamponnée, mais de l'observation, de la mémoire, des plantes, des mains sales, des expériences terrifiantes et une très forte envie de voir le lendemain matin. La question centrale d'aujourd'hui est simple. Comment les humains se soignaient-ils sans rien savoir des bactéries, des virus, des antibiotiques, ou même du simple fait qu'un chirurgien devrait se laver les mains avant d'opérer? Première chose à comprendre, les anciens n'étaient pas stupides. On les imagine souvent en train de voir une toux et de conclure qu'un esprit malveillant s'est installé dans le corps, qu'il faut battre le tambour et brûler une herbe mystérieuse. Et oui, parfois, c'est exactement ce qu'ils faisaient. Mais ça ne veut pas dire que tout était insensé. Ils vivaient dans un monde où une erreur coûtait littéralement la vie. Le mauvais champignon, la mauvaise baie, une plaie nettoyée avec de l'eau sale, une carie négligée. La réalité corrigeait vite ceux qui n'observaient pas assez attentivement. Alors les gens observaient. Ils remarquaient ce qu'une certaine écorce faisait tomber la fièvre, qu'une feuille calmait la douleur, que le miel sur une plaie aidait mieux qu'un simple bandage, que boire l'eau en aval d'un animal mort rendait la journée mémorable, mais pas pour de bonnes raisons. Ce n'était pas une science de laboratoire, c'était une science de feu de camp. On essayait, on survivait, on racontait aux autres. On essayait, on ne survivait pas. Les autres en tirèrent les conclusions. Une méthode brutale, mais les leçons restaient gravées. La toute première pharmacie, c'était les plantes, non pas par amour romantique de la nature, mais parce qu'il n'y avait rien d'autre autour. On allait dans la forêt en espérant que la doyenne du groupe se souvienne exactement quelle racine soigne, et laquelle t'envoie retrouver tes ancêtres avant l'heure. Et le plus étonnant, ce n'est pas qu'ils utilisaient des plantes, c'est à quel point ils tombaient souvent juste. L'écorce de saule, utilisée par de nombreux peuples contre la douleur et la fièvre, contient de la salicine, la molécule à l'origine de l'aspirine moderne. L'ail, utilisé en Égypte, en Grèce, à Rome et ailleurs, possède réellement des propriétés antimicrobiennes confirmées aujourd'hui. Le curcuma en Inde, comme anti-inflammatoire, le gingembre, la camomille, la menthe, l'armoise, toute une base de données vivantes, stockées non pas sur Internet, mais dans la tête des anciens, des guérisseurs, des maires et des chasseurs qui avaient failli mourir un jour et s'étaient souvenus de ce qui les avait sauvés. Et ces guérisseurs comprenaient déjà des subtilités de préparation. Sécher ceci, faire bouillir cela, ne surtout pas faire bouillir cet autre au risque de perdre son efficacité, mélanger avec de la graisse pour que ça tienne sur la peau, boire seulement une petite quantité parce qu'un peu soigne et beaucoup transforme en triste histoire de veillée. C'est déjà, sans microscope ni chimie, une forme de pharmacologie empirique. Passons aux blessures, là où la vie ancienne cesse d'être confortable. Une coupure profonde pouvait devenir une condamnation à mort, non pas à cause de la plaie elle-même, mais à cause de l'infection. Les anciens ne connaissaient pas le mot « bactérie », mais ils voyaient que certaines plaies pourrissaient, noircissaient, tuaient, et que d'autres guérissaient. L'une des méthodes les plus anciennes et, honnêtement, les plus élégantes, était le miel. Les Égyptiens l'utilisaient activement sur les plaies, riche en sucre, pauvre en eau, contenant des acides, le miel crée un environnement hostile aux microbes. La médecine moderne utilise encore aujourd'hui du miel médical pour certaines blessures.
La résine des conifères servait aussi à sceller les plaies avec de réelles propriétés protectrices, tout comme la toile d'araignée, utilisée dans plusieurs cultures pour arrêter les saignements grâce à sa texture fine et fibreuse. À condition bien sûr qu'elle soit propre. Et puis, il y a les asticots. Oui, des larves de mouches. Les anciens remarquaient que certaines plaies infectées où apparaissaient des larves guérissaient mieux, car ces larves se nourrissent exclusivement des tissus morts, nettoyant la plaie et réduisant les bactéries, de véritables petits agents sanitaires, particulièrement répugnants mais redoutablement efficaces. La médecine moderne utilise encore la thérapie larvaire pour certaines plaies difficiles à traiter. Passons à la chirurgie, où ça devient franchement impressionnant. La trépanation consistait à percer un trou dans le crâne. Les archéologues retrouvent des crânes portant ces trous accompagnés de traces de cicatrisation, preuve que la personne a survécu, parfois longtemps, parfois avec plusieurs trous, signe qu'elle a subi l'opération plus d'une fois. Un sacré niveau de confiance envers le praticien local. Il fallait ne pas tuer le patient sur le coup, éviter les dégâts inutiles, arrêter le saignement, puis assurer les soins pour éviter l'infection. Chez les Incas en particulier, le taux de survie après trépanation était étonnamment élevé, à en juger par les traces de cicatrisation. Ils utilisaient le froid, l'air de montagne, la neige et l'eau glacée. On sait aujourd'hui que le froid réduit la douleur, ralentit le saignement et l'inflammation. Eux voyaient simplement que le patient souffrait moins et que l'opération se passait mieux. Mais la chirurgie ne fonctionne pas sans les soins qui suivent. Un homme opéré ne pouvait pas se relever le lendemain comme si de rien n'était. Il fallait le nourrir, l'abreuver, le protéger, changer ses pansements. Les archéologues retrouvent des squelettes de personnes ayant vécu longtemps avec des fractures graves, des maladies, un handicap. Preuve qu'elles n'étaient pas abandonnées, mais soutenues par le groupe. La médecine ancienne n'était pas seulement une affaire de plantes et d'os, elle était sociale. Le groupe entier faisait office d'hôpital, la grand-mère faisait office de pharmacie, le chasseur expérimenté faisait office de secouriste. Parlons maintenant du système immunitaire. Contrairement à l'idée reçue, le corps des anciens n'était pas sans défense. Leur système immunitaire, forgé par des millions d'années de guerre constante contre virus, bactéries et parasites, était entraîné en permanence dès l'enfance. Terre, animaux, nourriture crue, rivières, fumée, insectes. Cela ne veut pas dire que leur vie était meilleure. La mortalité infantile était élevée, les maladies tuaient brutalement. Mais ceux qui survivaient devenaient souvent des adultes particulièrement résistants, et les populations elles-mêmes s'adaptaient génétiquement au fil des générations. Un processus lent et cruel, mais efficace. C'est aussi pour cela que la rencontre entre mondes isolés pouvait tourner à la catastrophe. Quand des populations exposées depuis longtemps à certaines maladies rencontraient des groupes n'ayant aucune défense contre elles, des épidémies dévastatrices s'ensuivaient, non par faiblesse, mais parce que leur histoire immunitaire était différente. L'intestin, lui aussi, jouait un rôle sous-estimé. Les anciens mangeaient bien plus varié qu'on ne l'imagine. Plantes sauvages, racines, baies, noix, viande, poissons, insectes, aliments fermentés. La fermentation, les transformer en kéfir ou en yaourt, choux en choucroute, céréales en boissons acidulées, n'était pas une lubie gastronomique, mais un moyen de conserver la nourriture tout en enrichissant l'intestin de bactéries bénéfiques. Les recherches actuelles montrent d'ailleurs que la diversité microbienne des chasseurs-cueilleurs dépasse largement celle des populations urbaines modernes, biberonnées aux cuisines stérilisées, à la nourriture transformée et à l'eau chlorée. Venons-en aux rituels, chants, danses, masques, herbes brûlées, invocations. Un rituel ne remplace évidemment pas un antibiotique face à une infection grave, mais il accomplissait quelque chose d'important. Il donnait au malade le sentiment de ne pas être seul, que tout le groupe voyait sa souffrance et se mobilisait. Aujourd'hui, on appellerait ça en partie l'effet placebo, en partie le soutien social, en partie la psychophysiologie du stress. Croire qu'on nous aide peut réellement modifier la perception de la douleur, réduire l'anxiété, améliorer le sommeil et la récupération. Le rituel structurait aussi le groupe dans la panique, qui reste auprès du malade, qui apporte l'eau, qui prépare la décoction. Un protocole ancestral, certes étrange, mais bien plus efficace que 20 personnes paniquées courant dans tous les sens. Les dents méritent une mention à part. Sans dentiste, une rage de dents n'est plus une douleur, c'est une démonstration de l'utilité de la civilisation. Chez les chasseurs-cueilleurs, les dents étaient souvent en meilleur état que chez les premiers agriculteurs, moins d'amidon, moins de céréales.
mais elle s'usait énormément à cause du sable et des particules minérales présentes dans la nourriture. Avec l'arrivée de l'agriculture, les choses ont empiré. Plus de céréales, plus de glucides, plus de caries. Certaines cultures tentaient de soigner les dents avec des bâtonnets, des fibres, des poudres de cendre, de sel ou d'herbe. En Mésopotamie et en Égypte existaient des remèdes contre la douleur et l'inflammation. Parfois, on arrachait simplement la dent, sans anesthésie. La douleur, elle aussi, était traitée tant bien que mal. Opium, chanvre, alcool, écorce de saule, plantes calmantes ou stupéfiantes. Les guérisseurs expérimentés apprenaient à mémoriser les doses, car la frontière entre remède et poison est souvent très fine, un principe qui reste vrai aujourd'hui. C'est la dose qui fait le poison ou le médicament. Soyons honnêtes, la médecine ancienne perdait souvent et cruellement. Pneumonie, septicémie, accouchement, fractures, morsures animales, tout cela pouvait tuer. La mortalité infantile était très élevée, ce qui explique une espérance de vie moyenne autour de 30 ans, un chiffre tiré vers le bas par les morts précoces, pas une limite réelle pour qui survivait à l'enfance. Ces personnes-là pouvaient atteindre 50 ans et plus. Les anciens jouaient alors un rôle essentiel. Ils étaient les archives vivantes du groupe, se souvenant des sécheresses, des sources d'eau, des baies dangereuses, des blessures autrefois soignées contre toute attente. Et l'on revient toujours à l'essentiel. La médecine ancienne était collective. Aujourd'hui, on pense la santé de façon individuelle. Mon corps, mon médecin, mes analyses. Autrefois, la maladie d'une seule personne concernait tout le groupe parce que chaque membre comptait. Perdre un bon chasseur ou une gardienne de savoir affectait tout le monde. On s'occupait donc des malades, pas toujours parfaitement, mais souvent avec constance. Apporter de l'eau, réchauffer, veiller la nuit, ne jamais laisser quelqu'un seul. La science moderne confirme d'ailleurs que l'isolement social aggrave la santé, tandis que le soutien améliore le rétablissement. Il ne faut pas romancer le passé. La médecine actuelle, avec ses antibiotiques, ses vaccins, sa chirurgie et son eau potable, est un véritable miracle que nous tenons trop souvent pour acquis. Mais il ne faut pas non plus se moquer des anciens. Sans microscope, sans laboratoire, sans université, ils ont trouvé des plantes qui fonctionnent réellement, appris à soigner les plaies, utilisé le miel, l'argile, la toile d'araignée, le froid, la chaleur, le rituel, le repos, la fermentation et la mémoire. Ils se trompaient souvent, parfois terriblement, mais ils observèrent le monde avec une attention qui, aujourd'hui encore, nous fait parfois défaut. L'idée finale est simple. Les anciens n'ont pas survécu grâce à une plante miracle unique, ni parce qu'ils étaient insensibles à la douleur. Ils ont survécu parce qu'ils ont fait ce que l'être humain sait faire de mieux. Observer, mémoriser, essayer, transmettre et s'entraider, transformant des découvertes isolées en un savoir commun. La médecine moderne n'est pas née de rien, elle est l'héritière de milliers d'années de cette observation patiente, faite d'écorces mâchées contre la douleur, de miel sur les plaies, d'opérations dont on ne s'attendait pas à ce que le patient survive, d'erreurs, de pertes et de mémoire. Alors la prochaine fois que tu prendras un cachet contre le mal de tête, pense un instant à ces gens autour du feu, qui ne savaient rien de la biochimie, mais qui voulaient très fort continuer à vivre et surtout voir vivre les leurs.